7h39. France Culture, l'invité des matins. Les députés européens se réunissent donc à partir d'aujourd'hui pour leur dernière session plénière à Strasbourg. Ils partiront ensuite en campagne pour les élections des 22 et 25 mai où quitteront leurs fonctions. Alors la campagne pour ces élections s'annonce rude pour convaincre les citoyens d'aller aux urnes. Les enjeux qui entourent ces élections sont pourtant de taille. Cette année, le Parlement votera pour le président de la Commission européenne et ce sera une première. Et ces élections sont aussi les premières après la crise financière, crise qui a fait naître puis fleurir un discours plutôt eurosceptique, voire carrément anti-européen, dans de très nombreux pays de l'Union européenne. Alors à quoi ressemble donc cette Europe à un peu plus d'un mois des élections? Pourquoi notre Union européenne est-elle devenue si impopulaire et par là même une coupable toute désignée pour les partis populistes? Peut-on être eurosceptique et avoir envie de poursuivre l'aventure européenne, voire de se faire élire au Parlement? Enfin, notre nouveau gouvernement de combat sera-t-il un combattant européen comme les autres ou bien part-il avec un handicap? Bonjour Coralie Delhomme. Bonjour. Vous êtes diplômée de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Vous avez ouvert votre blog depuis 2011, La Reine Nue, sur lequel vous vous attachez à commenter régulièrement l'actualité politique et vous publiez aux éditions Michalon Les États des Unis d'Europe. Je disais élections européennes sur fond d'après ou de pendant crise financière. Élections européennes aussi sur fond, on va dire, de crise ukraino-russo-européo-américaine. Enfin voilà, la crise ukrainienne qui est là, à nouveau, qui frappe tout à fait à nos portes. Que dit cette crise-là de l'Europe, selon vous, qui menace de sanctions Vladimir Poutine et ses oligarques, qui fait appel à la raison, à la démocratie, aux droits de l'homme, qui se réunit sous une forme d'ailleurs peu complètement européenne, seulement 3 pays, la fameuse Troïka, qui réunit l'Allemagne, la Pologne et la France. Et finalement, rien. Écoutez, rien. Disons que dans cette affaire, la Russie a quand même pris la main, comme régulièrement ces derniers temps. Sur l'affaire syrienne, elle avait pris la main de la même façon. C'est un pays qu'on a hélas sous-estimé, je crois, et qu'en plus on a provoqué, puisque on voit clairement qu'il y a une tentation de pousser la Russie vers l'Est avec l'élargissement de l'OTAN, avec l'élargissement programmé de l'Union européenne. Alors, évidemment, ce pays ne se laisse pas faire. Et nous, de l'autre côté, nous, Européens de l'Ouest, on est là avec des incantations, des odes à la démocratie, à la dignité humaine, etc. Toutes choses qui ne mangent pas de pain. Mais Vladimir Poutine, lui, il est dans une optique de rapport de force. C'est-à-dire que lui, chez lui, il y a une véritable volonté politique, une volonté d'affirmation nationale. Et chez nous ? Chez nous, beaucoup moins. L'Europe est dépolitisée. Elle n'a pas d'ambition politique, en fait. Notre Europe, telle qu'elle s'est faite, c'est une Europe à la fois technique et pour pallier la dépolitisation de l'Europe, à la technique, on ajoute la morale, c'est-à-dire des bons sentiments, des déclarations d'intention, mais ça fait peur à personne et surtout pas aux Russes. Mais la question, justement, alors, des sanctions, des menaces, par exemple, la question qui consisterait à dire que l'Union européenne, que l'Union fait la force. Là, en l'occurrence, l'Union ne produit pas, visiblement, beaucoup de force. Non, elle produit pas de force parce que c'est pas alors qu'elle devrait, a priori. Parce que c'est pas une entité véritablement politique, l'Union européenne. C'est une entité économique et juridique. C'est un machin technocratique, mais les vraies entités politiques, ce sont les États-nations, toujours. Et en l'occurrence, il y en a un qui sort du lot, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui probablement à un moment a dû vouloir pousser son avantage à l'Est parce qu'elle a un tropisme à l'Est. Parce qu'elle a pris l'habitude d'utiliser de la main-d'œuvre à relativement bas coût dans les pays de l'Est pour son industrie, mais d'un autre côté, là, elle va se trouver un peu coincée parce que comme d'une part, elle est très imbriquée économiquement avec la Russie et que d'autre part, elle a besoin d'avoir des accès vers l'Est parce qu'elle commerce énormément avec la Chine. Là, l'Allemagne va se trouver dans une position un peu délicate. Donc, si une solution doit venir, c'est probablement les Allemands qui vont l'inventer, mais ce ne sera jamais l'Union européenne en tant que telle. Et parce que l'Union européenne est coincée, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi, de la part de ses propres membres, souvent, une sorte, pour certains, vécu comme une trahison, un désir atlantiste, qui consiste quand même à dire, de toute façon, les États-Unis finiront bien, quoi qu'il arrive, par nous sauver.
Oui, un désir atlantiste un peu anachronique parce que les États-Unis, eux, sont dans Un une peu nostalgique. oui, ils sont dans une autre optique. Ils ont à gérer la montée en puissance de l'Asie. Qu'ils désirent faire de l'Europe leur arrière-cour pour pouvoir, pour pouvoir englober l'Europe dans leur manip générale de contenir la Chine, oui. Mais la Russie est en Europe, l'Ukraine est en Europe, donc c'est quand même bien à nous de gérer ce problème en principe. Qu'est-ce qui, selon vous, anime les pays aujourd'hui qui veulent absolument rentrer dans l'Europe quand on sait que nous sommes sur un discours beaucoup, justement, eurosceptique? Comment confronter aujourd'hui l'euroscepticisme, je ne sais moi, d'un Bruxellois, d'un Français, d'un Anglais face à la demande d'Europe d'une certaine partie de l'Ukraine, par exemple? Mais je suis pas sûre que la demande d'Europe soit une vraie demande d'Europe. On a beaucoup glosé là-dessus. Voilà, Ouais. je pense que c'est une manière de signifier pour les Ukrainiens de l'Ouest, nous voulons nous débarrasser de la tutelle russe. Ils sont dans une revendication, eux aussi, nationale. C'est-à-dire qu'ils veulent une Ukraine autonome par rapport à la Russie, une Ukraine ukrainienne. Et à mon avis, la demande d'Europe, c'est davantage une demande de démocratisation, le désir d'en finir avec la corruption, etc., qu'une demande véritablement d'intégrer. C'est une demande de droit, voilà. de justice et de droit. Oui, comme beaucoup, ils associent peut-être un peu vite l'Europe et la démocratie, mais je pense pas ou alors ils ont espéré recevoir des fonds. Mais là, si tel est le cas, ils vont être déçus. Vous êtes optimiste ou pessimiste sur ce qui risque de se passer là en Ukraine, la position des Russes qui menacent de représailles les actions antiterroristes de ceux qui en Ukraine se soulèvent contre les soldats russes, justement? C'est toujours un peu facile d'anticiper le pire, mais en même temps, c'est difficile de demeurer optimiste, parce que là, vraiment, ça... À cause de quoi? L'inflexibilité de Vladimir Poutine, par exemple? Oui, et puis le gouvernement qui est en place en Ukraine, qu'on a reconnu vite, peut-être sans y réfléchir, n'est pas blanc-bleu dans cette affaire. L'une de ses premières actions, ça a été d'interdire le russe sur le territoire ukrainien. Donc là aussi, il y a quand même de l'agressivité, mais de part et d'autre. Hein. Il y a du déni de part et d'autre, parce qu'après tout, quand même, l'histoire de l'Ukraine a de toute façon quand même une forte partie liée avec celle de la Russie. Oui, et ça, Poutine le sait. Il a un capital de sympathie dans la partie est de l'Ukraine, et il va en jouer, évidemment. Quand vous avez projeté d'écrire Coralie Delhomme, Europe, les États désunis, vous aviez quoi en tête? De faire un ouvrage pédagogique pour faire davantage aimer l'Europe, ou au contraire, vous dire, bon, on va en finir une fois pour toutes avec tous les clichés que l'on brandit à propos de l'Europe, qui ne servent à rien et qui finalement font le lit et nourrissent beaucoup les discours populistes? Alors, l'objectif, c'était principalement d'écrire un livre pédagogique, parce qu'il existe une quantité de livres sur ce sujet, mais ce sont pour la plupart des livres d'experts, donc difficiles d'abord. Et c'est le gros problème de l'Europe, c'est qu'elle apparaît, et on en a fait quelque chose de très technique, et beaucoup de gens se disent, à moins d'être docteur en économie ou docteur en droit, on n'y comprend rien. Et ça, c'est pratique, parce que ça permet d'escamoter le débat. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre de citoyens à destination d'autres citoyens qui vont voter bientôt, et dans un but de se réapproprier le débat, parce que depuis longtemps, en particulier depuis 2005, le débat est complètement passé sous le boisseau. Or, l'Europe, c'est quand même le cadre. Voilà, on peut avoir l'impression que les différentes alternances politiques n'aboutissent pas à d'authentiques changements. Mais pourquoi? Simplement parce qu'on est surplombé par un cadre, et qu'à défaut de remodeler ou même de faire exploser ce cadre, on peut pas s'en sortir. Alors, ça dit comment, là aussi, observez-vous l'actualité? Vous dites l'Europe est un cadre auquel on se soumet, bon gré, mal gré. Par exemple, regardez, la France a été placée sur surveillance européenne justement en mars. On n'en finit pas de dire qu'il faudra bien finir par arriver au déficit réduit à 3% d'ici 2015 selon les injonctions européennes. Est-ce que là aussi, vous considérez que la route, par exemple, du nouveau gouvernement est plutôt bonne, et que ce cadre-là, il faut tout de même s'y soumettre, ou encore une
une fois, comme certains le proposent, s'en défier? Mais ça sert à rien, 3% de déficit public. C'est arbitraire. C'est comme les 60% Vous en parlez dans votre livre. Vous dites C'est cette lubie du 3%. Moi, il faudra quand même un jour qu'on m'explique comment on a choisi ces critères. C'est absurde. Enfin, pourquoi 3? Pourquoi pas 3,5? Parce que ça sonnait bien, 3, paraît-il. Quelqu'un l'a raconté ça à l'époque. Oui. Ça sonnait bien, 3%. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. Alors maintenant, on s'y soumet parce que c'est écrit dans les traités, évidemment. Mais, enfin, pas exactement. On s'y soumet parce que c'est écrit dans le pacte de stabilité. Bon, mais ce sont des critères arbitraires. Hein. Il faut bien voir ça quand même. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, que justement, et quel est ce vice originel, dites-vous, qui a bâti l'Union européenne et qui est dans sa genèse? Qu'est-ce qui fait que ça part, au fond, que ça part mal, finalement? Parce que vous dites, bon, il y a le culte de l'Europe, c'est la paix, mais une fois qu'on a dit ça, on ne convainc plus personne. On en revient à cette... Quel est ce vice originel de l'Union européenne? On en revient à ce que je disais tout à l'heure au sujet des grands principes qui ne font pas une politique. Au départ, les pères fondateurs, d'ailleurs, Jean Monnet particulièrement, ne voulaient pas faire ne voulaient pas faire une Europe politique. Ils voulaient faire une Europe qui échappe justement aux passions et donc qui échappe aux politiques. Ayant le souvenir. Et ce fut une erreur, ça? Mais bien sûr, on peut rien faire dans le dos des peuples. On ne peut pas faire quelque chose d'aussi ambitieux dans le dos des peuples. Or, c'était son but à Monnet et à quelques autres, c'était de confier le principal de la charge à des techniciens qui, eux, étaient réputés beaucoup moins passionnés, beaucoup plus rationnels, beaucoup plus froids, parce qu'il avait le souvenir des 2 guerres mondiales et que pour lui, la politique, c'était le nationalisme et le nationalisme, c'était la guerre. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait le souvenir des 40 premières années du XXe siècle qui étaient tout de même assez catastrophiques sur le plan de la paix européenne. Oui, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que la manière dont a démarré la construction européenne était une erreur, parce qu'au départ, on a fait la communauté du charbon et de l'acier, et puis tout cela s'est prolongé. Celle-ci est l'ancêtre de la Commission européenne. Au bout du compte, les technostructures se sont multipliées, et tout cela échappe au verdict populaire, échappe au suffrage. Ces technocrates ne sont pas élus, ils ne rendent de compte à personne, et c'est quand même très problématique. Donc ça veut dire que, de fait, les discours populistes font leur miel de ce désamour-là de l'Europe. Il y a une logique à ce que, regardez, il y a un sondage publié par Ténès Sofres le 9 avril dernier. L'UMP arriverait en tête des intentions de vote aux européennes avec 25%. Un point seulement devant le Front National et le PS distancé à 19%. Quelles conséquences, selon vous, cela aurait si les sondages disaient vrai, Coralie Delhomme? Une conséquence prévisible, ça fait longtemps qu'on le dit, que le Front National risque d'arriver premier. Et ce sera peut-être la même chose dans d'autres pays. Et vous dites, faisons le pari? Pas du tout. Je ne dis pas du tout, faisons le pari, je m'en désole. Mais le problème, c'est que par rapport à la montée du Front National, il y a une attitude de condamnation qui ne me semble pas la bonne. On devrait plutôt essayer de comprendre. Je ne pense pas qu'en fascisant les électeurs du Front National et en les renvoyant à la bête immonde, on puisse aboutir à quoi que ce soit. Parce qu'en fait, ce sont pas du tout des antidémocrates qui rêvent d'abattre la République. Je pense au contraire que ce sont des gens qui ont soif de démocratie et qui veulent récupérer la maîtrise populaire sur le cours des choses. Or, en votant UMP, ils ont l'impression que ça ne marche pas bien. En votant PS, ils sont déçus. Que font-ils ? Ils vont vers le parti qui, pour l'instant, semble un peu différent. Mais est-ce qu'un Parlement, allez, imaginons, dans un peu plus d'un mois, qui serait constitué à majorité de partis anti-européens, est-ce que ça signifierait, selon vous, l'arrêt de la mort d'une Europe politique qui, d'ailleurs, n'existe pas encore tout à fait, dites-vous? Je ne suis pas convaincue que ça va se passer comme ça. Il y aura sans doute une percée de ces partis populistes, notamment de droite. Mais en même temps, l'Allemagne va envoyer au Parlement européen beaucoup de députés SPD, CDU. Oui, vous voyez, c'est l'Allemagne qui va donc diriger l'Europe. Ce qui effraie et fait peur à d'un nombreux.
Mais ce qui est problématique, c'est pas tellement qu'elle soit forte au Parlement européen. Ce qui est problématique, c'est qu'elle a à sa main la Banque centrale européenne, donc la politique monétaire de l'Union. C'est surtout ça qui est problématique. Et elle aura probablement aussi à sa main la Commission, parce que on dit à ces élections vont conditionner la nomination du président de la Commission. Mais le Parlement européen n'élit pas en tant que tel le président de la Commission. Il doit tenir compte, c'est ce qui est écrit dans les traités, il doit tenir compte des résultats. Comment doit-il en tenir compte ? Lui, pour l'instant, le Parlement a décidé d'imposer un candidat qui sera soit la tête de liste, entre guillemets, du SPD, soit celle du PPE, parce que probablement l'un des deux sera majoritaire. Mais en vérité, le président de la Commission européenne, il est déjà choisi. Ce sera soit Martin Schulz, soit Jean-Claude Juncker, qui a été, lui, choisi par Angela Merkel à dessein. C'est-à-dire que c'est elle qui l'a imposé. En plus de ça, il ne veut pas faire le travail. Donc là, vous nous dites, tout est joué, vous pouvez aller à la pêche le 25 mai prochain. Pour ce qui est de la désignation du président de la Commission européenne, c'est joué, oui. Ce sera l'un ou l'autre. Du coup, on est très loin et on s'est donc largement trompé, parce que nous-mêmes, on s'est gargarisé deux grands mots, dites-vous, et qu'on est très loin de la belle vision déclamative de Victor Hugo en 1867, pour le résumer d'une phrase qui disait, au fond, l'Europe, ce sera la France en grand. Hein. Eh ben non, patatras. Oui, voilà, Victor Hugo. On en revient toujours à Victor Hugo et aux États-Unis d'Europe. Très beau discours, quand même. Très beau discours, sauf qu'il voulait véritablement, lui, une Europe française et qui parle français. Il verrait, je pense, aujourd'hui l'Europe telle qu'elle est. Il en serait désolé. Il en serait effondré, je pense. C'est une Europe qui est à la fois, c'est assez paradoxal, désincarnée, technique et allemande. Donc, on est très loin quand même des ambitions de Victor Hugo. Et ce qui nous a manqué, c'est quoi ? C'est la volonté, vous le rappelez, politique de ce qui a fait en revanche les États-Unis d'Amérique. Mais le substrat d'une langue commune. Les États-Unis d'Amérique, voilà, c'était d'anciennes colonies anglaises qui parlaient la même langue. Les nations européennes, elles, sont très anciennes, elles ont une histoire très ancienne, elles ont des langues différentes, des traditions différentes. Comment voulez-vous que cohabitent dans une union politique la Grèce et l'Allemagne ? Enfin, je veux dire, ça peut être, l'Europe pourrait être un ensemble de type confédéral avec des coopérations renforcées à géométrie variable, etc. Mais autrement dit, une sorte d'organisation internationale, mais elle ne peut pas être supranationale. Elle ne peut pas pour l'instant, peut-être dans quelques siècles, mais pas pour l'instant. Les États désunis d'Europe, c'est chez Michelon et c'est signé par vous, Coralie Delhomme. On vous retrouve en deuxième partie des matins qui sera bien sûr introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, je vais le faire après le journal, me livrer à une critique assez radicale du livre de Coralie Delhomme que je désapprouve sur de nombreux points. Je me demande ça sera la partie débat, comme son nom si le constat que vous faites, celui d'une impuissance de l'Union européenne et d'une divergence croissante des membres de la zone euro, n'était pas déjà dépassé. En fait, j'essaierai de le montrer tout à l'heure, l'intégration a progressé à la faveur de la crise. Nous n'en sommes plus à la situation que vous décrivez. Ce sera à 8h15, vous avez 20 minutes pour moudre le grain, si j'ose dire, Coralie Delhomme. Oui, alors ce qui est amusant, c'est que c'est l'exemple type du trip religieux dans lequel les tenants de l'Union européenne sont. Alors, vive la France sous tutelle de la Commission, ça c'est très bien la France sous tutelle, mais surtout cette idée que l'Europe progresse dans les crises. Il y a tout un discours de nature pénitentielle qui est tenu par ces partisans de l'Europe intégrée, en vertu duquel, qui disent il faut souffrir, il faut du sang et des larmes, il faut de l'austérité, il faut vraiment se faire mal, et à la fin, il y a la rédemption. Alors, on ne sait pas trop en quelle forme prendra cette rédemption, mais enfin, on voit bien qu'on est dans quelque chose de sacrificiel et qui est de l'ordre du religieux. C'est vraiment ça, hein. On est sorti de la rationalité économique stricto sensu, là. De quoi alors, qui serait dû à ce que vous dites aussi, cette fameuse idée que c'est l'Europe des petits pas, mais des petits pas qui font souffrir chaque fois, c'est ça ?
Là, ça devient des grands pas qui font souffrir, parce que Brice Couturier parlait d'un rebond dans les pays du Sud, mais il faut voir d'où ils rebondissent. La Grèce... Alors, vous faites un long chapitre sur la Grèce, Oui. Effectivement. Vous dites une cure qui a débouché sur une crise humanitaire et sanitaire d'une violence inouïe. Ah oui, oui, mais à tout point de vue. La Grèce est un pays qui a quand même perdu depuis le début de la crise 25% de sa richesse nationale. C'est considérable. Et comment se relever d'un tel désastre, même avec quelques points de croissance, il faudra 20 ans. Et par ailleurs, la situation humaine est terrible. Oui, mais enfin, Brice Couturier vous dit, regardez, elle revient sur les marchés. Elle revient sur les marchés, mais c'est symbolique. Elle a levé un peu d'argent, c'est de l'affichage. Et puis, de toute façon, effectivement, ils reviennent tous sur les marchés parce que leur dette est lucrative. Enfin, il y a 3 mois, elle ne le pouvait pas. Il y a 3 mois, elle était sous perfusion de la BCE, du FMI, parce qu'elle ne pouvait plus atteindre sur les marchés. Les marchés ne voulaient plus prêter un centime à la Grèce. Les marchés à nouveau, les marchés ont retrouvé une confiance dans ce pays, ce qui prouve que la politique d'assainissement a été un succès. Les marchés sont contents quand on mène une politique qui est faite pour les marchés, c'est-à-dire favorable à la rémunération du capital et défavorable à celle du travail, sans vouloir jouer aux marxistes. Mais c'est ça. Quand vous menez une politique qui diminue en permanence le coût du travail et de la protection sociale, qui est content? Les marchés. Pourquoi ils n'étaient pas contents alors il y a 2 mois et qu'ils refusaient de prêter un centime à ce pays en disant qu'il était au bord de la faillite? Aujourd'hui, ils estiment que ce pays n'est plus au bord de la faillite. Alors, ils ne vont pas perdre leur argent. Les marchés, ils prêtent quand ils pensent qu'ils vont pouvoir récupérer leur argent. Quand ils pensent qu'ils ne le récupéreront pas, ils arrêtent de prêter. Ce qu'ils ont fait pendant plusieurs années face à la Grèce. Il y a eu quelque chose d'assez décisif. Ça a été l'action du très pragmatique. En effet, Mario Draghi, quand il a lancé l'OMT, c'est-à-dire quand il a annoncé qu'il rachèterait sans limite des titres de dette. Ce qu'il n'a jamais fait, mais en fait le simple fait de le savoir a donné l'impression que effectivement qu'il y avait un prêteur en dernier ressort, la Banque Centrale Européenne, et que donc les marchés se sont dit notre argent est garanti. Voilà. Donc ça a fait retomber la pression sur les dettes. Mais elle s'est déplacée ailleurs, la pression. Aujourd'hui, le problème auquel fait face la Banque Centrale Européenne, c'est plus la crise des dettes souveraines, c'est la menace de la déflation. Ouais, c'est le titre des Échos de ce matin. La BCE part en guerre contre l'euro fort et la déflation. Mario Draghi se dit prêt à assouplir la politique monétaire pour faire baisser l'euro. Mais il a peu de marge de manœuvre parce que les taux d'intérêt, les taux directeurs de la Banque Centrale Européenne sont déjà très bas. Le principal taux directeur est à 0,25. Le taux de dépôt est à 0. On peut difficilement aller plus bas. Voilà, donc, oui, mais il y a d'autres moyens. On peut racheter des obligations, on peut racheter des créances titrisées. Il y a d'autres moyens non conventionnels. La Fed l'a fait, pourquoi pas nous? D'ailleurs, il faut souligner qu'on n'est pas encore en déflation. Les Anglais ont un mot pour ça, qui est lowflation. C'est pas la deflation ni l'inflation, ça certainement on n'y est pas, mais on n'est pas encore dans la déflation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la déflation, elle touche effectivement déjà certains pays de la périphérie. Mais au nord, c'est pas le cas. Au nord et au centre de l'Europe, c'est pas le cas. Mais la BCE, manifestement, a pris le taureau par les cornes et s'y attaque, comme s'est attaqué au problème précédent. On a toujours l'impression que chaque fois qu'un problème se pointe à l'horizon, c'est la catastrophe finale. C'est pas la catastrophe finale. Coralie Delhomme. Mais je ne vois pas que la BCE s'y soit attaquée pour l'instant. Le FMI lui a demandé de le faire, mais pour l'instant... à chaque fois que Mario Draghi s'exprime, c'est pour dire qu'il n'y a pas de risque déflationniste et donc il diffère le moment de prendre une décision. Bon, peut-être la prendra-t-il parce que les Allemands ont décidé de lâcher un peu de l'Est. Ils ont décidé d'autoriser un peu d'assouplissement quantitatif. Mais parce qu'ils ont la trouille. C'est pas du tout dans leur tradition. Et ils font preuve de pragmatisme, contrairement à ce que vous dites. On va peut-être pas faire tout le débat sur la BCE. Il y a dans les critiques à charge, tout de même, Coralie Delhomme, que vous adressez à Brice Couturier, je pense que vous le reprendriez, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas l'oublier. Vous êtes, au fond, accusé de faire tout de même le jeu des partis populistes, voire du Front National, qui demanderaient la sortie de l'euro. Comment vous prenez cette critique, si ce n'est attaque, Coralie Delhomme? J'ai presque plus envie d'y prêter attention parce que ça, c'est devenu récurrent. Dès qu'on émet une critique sur l'Union européenne, on est accusé de faire le jeu du Front National. Mais
en vérité, qui fait le jeu du Front National ? Qui nous dit que ce ne sont pas ceux, finalement, qui nous rabâchent les mêmes âneries depuis 20 ans, 30 ans ? Le Front National, c'est pas de ma faute si Marine Le Pen a les mêmes lectures que moi. Tout le monde sait bien que Marine Le Pen siphonne les bonnes idées, et notamment celles de la gauche critique. C'est pas de ma faute si elle lit les mêmes auteurs que moi. Oui, mais enfin, elle débouche sur... elle est la seule à offrir dans l'offre politique française la solution que vous préconisez vous-même, qui est la sortie de l'euro et sa déconstruction. Donc, je veux dire, quelque part, vous crédibilisez un programme que beaucoup d'économistes considèrent comme totalement délirant. Parce qu'il faut savoir que si on sortait de l'euro et qu'on revenait au franc faible, ça serait une cascade de dévaluation, ça serait une augmentation sans précédent des prix de l'énergie, et ça serait une augmentation sans précédent également de notre dette publique. Donc c'est une solution folle. Or, elle est la seule à la proposer. Coralie Delhomme. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'économistes trouvent cette solution délirante. Regardez récemment Bernard Maris, il s'est converti à la sortie de l'euro, il l'a annoncé la semaine dernière dans Charlie Hebdo. Voilà, donc il y en a de plus en plus. Donc, alors, est-il au Front National ? Je ne sais pas, il faut lui poser la question. Stéphane Rosès. Oui, le débat est cordial mais vif, évidemment, entre vos deux positions. Et la question que je voudrais poser, c'est finalement, est-ce qu'au-delà de cette vivacité, il n'y a pas une position commune qui est la vôtre ? C'est l'idée que l'Europe devrait être finalement, dans l'absolu, une sorte de puissance politique, économique et sociale, et que vous divergez sur les moyens d'y parvenir. Alors, je voudrais quand même, Coralie Delhomme, revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Il me semble que Jean Monnet, à la fondation de l'Europe, effectivement, inquiet du fait que quand on donnait la parole au peuple, il se faisait la guerre, il me semble qu'il s'est dit qu'effectivement il fallait construire un espace économique du charbon, de l'acier, et qu'à terme, cet espace se construirait politiquement. Bon. Et donc du coup, il me semble qu'effectivement ce qui se passe ces dernières années, c'est que cette construction politique où Monnet pensait pouvoir contourner les nations, ce qui tenait ensemble les Européens, c'était ce que vous avez dit, la paix, l'idée de la prospérité, y compris face au totalitarisme de l'Est. Et là, le questionnement est également pour Brice Couturier. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas plutôt une Europe qui permet à des gouvernants de justifier des mesures difficiles à assumer directement, mais de facto maintenant plutôt une Europe des nations. Et dans ces nations, une prépondérance finalement une prépondérance de l'Allemagne. Est-ce que la racine des problèmes ne vient pas du fait que quand il a fallu élargir l'Europe, on n'a pas reposé politiquement chez les fondateurs de l'Europe, qu'est-ce que l'on avait à faire ensemble ? Coralie Delhomme. Au moment de l'élargissement, en fait, ça a favorisé la montée en puissance de l'Allemagne, puisque ça l'a mise au centre de l'édifice européen. Et en plus de ça, l'élargissement, le grand élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale a reconstitué ce qu'on appelle son hinterland, c'est-à-dire la possibilité pour elle d'aller faire fabriquer un certain nombre de choses dans des pays de l'Est à faible coût de main-d'œuvre et également qui n'ont pas l'euro et à fiscalité avantageuse. Ils rapatrient les sous-ensembles, ils montent chez eux et avec ça, ils labellent Made in Germany et ils vendent. Et c'est comme ça c'est comme ça, pas seulement, mais c'est en partie comme ça qu'ils ont réussi à faire ce qu'on voudrait faire aux autres pays. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant ? Mais vous voulez qu'on délocalise ? Qu'est-ce qui nous empêche d'en faire autant ? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Qu'on aille implanter, qu'on aille fabriquer des sous-ensembles où ? Est-ce qu'on a, nous, un hinterland ? Vous voulez qu'on aille le faire où ? Dans les pays du Maghreb, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous aimeriez qu'on profite, je veux dire, vous voudrez qu'on profite des faibles coûts de main-d'œuvre qui se trouvent ailleurs. Pourquoi pas, ça serait bien, ça donnerait du travail dans les pays du Maghreb et nous, ça nous permettrait de réduire nos coûts de production. C'est ce que font les Allemands avec la Pologne et la Slovaquie, personne ne s'en plaint. C'est un jeu gagnant-gagnant. Et quand l'Allemagne importe des travailleurs qui travaillent dans ses abattoirs sans salaire minimum, à quelques euros de l'heure, voire à 0 € de l'heure, quand ça se passe très très mal et qu'ils cessent d'être payés, vous voudriez qu'on fasse pareil avec le Maghreb, c'est-à-dire finalement que
qu'on emploie, sans vouloir employer le mot d'esclave, qui est un peu galvaudé, mais enfin, on serait quand même pas loin. Ils vont avoir un salaire minimum, donc cette question ne se posera plus. Mais je voudrais poser une question à Coralie Delhomme, parce que quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans son livre, c'est que c'est un des rares auteurs que j'ai lu critiques à l'égard de l'Union européenne, qui soit radical, c'est-à-dire qui prennent les choses à la racine. Et vous vous attaquez en particulier... Enfin, c'est un très bon livre, hein, j'en désapprouve les thèses, mais je reconnais sa qualité intellectuelle. Et pédagogique, absolument. Et pédagogique. Et vous allez à la racine parce que vous attaquez la méthode Monnet elle-même. Vous montrez que le fameux spillover, en fait, c'est une manière de mettre la charrue avant les bœufs. C'est une manière de faire progresser la construction européenne malgré les populations. C'est une vérité. Effectivement, il y a un côté despotisme éclairé dans la méthode Monnet. Moi qui suis un fan de Monnet, j'en conviens. Parce qu'il faut voir aussi qu'à l'époque où il a fait l'Europe, personne n'en voulait. Dans les peuples, on préférait continuer la guéguerre éternelle entre la France et l'Allemagne. Heureusement, on n'en est plus là. Mais est-ce que finalement, le fait de mettre la charrue avant les bœufs, comme vous le décrivez, ça n'a pas été la méthode de la construction qui a fait progresser la construction européenne, et ce n'est pas finalement une bonne méthode, parce que finalement, vous nous dites, on a eu tort de mettre la monnaie avant la politique commune et la fiscalité commune. On a mis toujours trop de règlements qui nous corsettent, mais est-ce que c'est pas précisément la manière de faire progresser l'Europe par ce déséquilibre? On crée des institutions, on crée des politiques, et ça en engendre d'autres qui nous permettent de progresser dans cette intégration. Qu'est-ce que vous reprochez à cette méthode finalement? Coralie Delhomme. Où voyez-vous que l'on progresse? L'union bancaire, c'est un grand progrès des dernières années. Si le but était d'unir des peuples, alors on régresse sans cesse. Aujourd'hui, les peuples d'Europe, pour certains d'entre eux, se détestent. Les Allemands, il n'y a qu'à voir leur presse, sont insultants vis-à-vis des Grecs. Les Grecs caricaturent Madame Merkel en Hitler. Si c'est ça, un progrès, je vois pas, je comprends pas votre position. Il y a une montée des haines. Et c'est à l'inverse de ce qu'on voulait obtenir. Alors moi, est-ce qu'il y a une façon de... Le point en commun qu'il y a sans doute autour de cette table, c'est l'idée il faut peut-être repolitiser l'Europe, c'est-à-dire redonner des protections communes. C'est tout le sens de l'ouvrage de Coralie Delhomme. Voilà, c'est Coralie Delhomme et c'est la position de Brice. Et ensuite, les divergences sont sur les moyens. Alors, quels sont les moyens de repolitiser l'Europe? Il me semble que ce serait bien qu'il y ait une initiative de chef d'État, et pourquoi pas du président français à l'égard de l'Allemagne, avant les élections européennes, de sorte que ça soit pas, comme pour les municipales, les événements qui nous imposent des choses un peu en catastrophe, mais une façon, je dirais, de mettre en mouvement les électeurs européens autour des européennes. Ne viendrait-il pas justement du fait de pouvoir prendre une initiative avant les européennes qui repolitisent? Est-ce que ça ne peut pas être autour d'une avancée sous condition par étape de la construction politique de l'Europe, mais en revoyant, je dirais, les éléments de politique monétaire, parce que quand la question a été posée tout à l'heure, les 3%, me semble-t-il, c'était assez simple. C'est que l'Allemagne voulait bien céder le mark si l'euro était un mark. Et les Français, Pierre Bérégovoy, a cru à tort qu'en mettant 3%, les Allemands auraient eux-mêmes un problème du fait de la réunification allemande. Il me semble qu'en fait, le taux monétaire a d'ailleurs aidé, l'euro a aidé l'Allemagne à se réunifier, mais est-ce qu'il n'y a pas une initiative à prendre avant les européennes? Coralie Delhomme. Je doute que cette initiative soit prise, mais j'aimerais beaucoup qu'elle le soit, parce que moi je pense que la France a vraiment une responsabilité au premier chef. Pourquoi ? Parce qu'elle est le pays charnière entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Donc il y a vraiment une responsabilité historique, et d'ailleurs moi ça me fait peur. Quant à la manière dont on sera jugé, nous Français, dans l'avenir, ça me fait peur de constater que la Troïka a fait souffrir de manière inouïe certains peuples et qu'on n'a rien fait et qu'on n'a rien dit. C'est terrible. Nous sommes, nous Français, à moitié un pays de l'Europe du Sud et on n'a rien dit. Et le couple franco-allemand... Je suis désolée, mais s'il devait y avoir un couple, alors on doit de temps en temps être capable de tenir tête, et on aurait dû assumer cette responsabilité de pays charnière qui peut parler aux deux parties, c'est-à-dire à la fois à l'Europe du Nord et à l'Europe du Sud. On avait peur de défendre les pays d'Europe du Sud, de sorte que les marchés financiers nous prennent pour un pays du Sud, et donc du coup nous attaquent sur les marchés financiers. Coralie Delhomme.
Oui, parce qu'on a voulu à tout prix faire des marchés financiers des gendarmes. On s'est lié les mains avec ça. On ne peut plus emprunter auprès de la Banque centrale. Donc, les marchés financiers sont nos seuls prêteurs. Et donc, c'est eux qui décident si on est bon ou si on est mauvais. C'est eux qui fixent les taux d'intérêt. On est vraiment là dans un chantage. Mais ce sont les Allemands aussi qui ont tenu à ce que les marchés gendarment l'Europe, enfin la zone euro. Parce que tout ça, c'était la garantie d'une politique de modération salariale et d'une politique d'inflation faible. On s'est laissé faire, comme vous l'avez dit, parce qu'on voulait absolument que l'Allemagne cède le Deutsche Mark, donc il fallait que l'euro soit un Deutsche Mark bis. Maintenant, il serait peut-être temps d'en revenir. Et alors, qui plus est, vous dites qu'au fond, il y a aussi maintenant la tentative d'ouvrir un grand marché transatlantique qui revient régulièrement sur la table, que les États-Unis y sont favorables tant qu'ils sont évidemment dans un rapport de force et qu'il ne faut pas se leurrer. Ce marché transatlantique, qui a certes quelques faveurs du côté européen, serait une catastrophe parce que vous dites qu'il n'est pas du tout gagnant-gagnant, contrairement à ce qu'il voudrait faire croire. Il ne sera pas gagnant-gagnant parce qu'on ne peut pas gagner si on négocie désunis et si on négocie affaibli. Or, l'Europe est affaiblie économiquement. Mais d'un autre côté, les États-Unis me font plaisir parce que Obama voudrait aller vite, mais les députés et sénateurs, les sénateurs américains le freinent. Ils ont refusé de lui accorder l'autorisation. Ils ont aussi leurs eurosceptiques. Mais ils ont leurs protectionnistes et bien plus que nous. Les Américains sont moins libéraux que nous le sommes, nous, en Europe, beaucoup moins que la Commission. Et peut-être bien que ce sont eux qui vont ralentir, voire faire capoter le projet. Alors, sans verser trop dans l'anecdote, mais tout de même, au fond, qu'est-ce qui manque aussi Il manque une dimension politique, dites-vous. Et vous dites, c'est assez frappant, il manque des visages. On ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, tous ces dirigeants européens. On ne voit pas leur tête, comme on ne voit pas davantage d'ailleurs dans l'imaginaire collectif celle de Jean Monnet. Herman Van Rompuy, Catherine Ashton, qui sait à quoi ils ressemblent, à part 2 ou 3 initiés. Effectivement, oui, ça ne s'incarne pas. Ça ne s'incarne pas. On le voit sur les billets d'ailleurs en euros. Il n'y a pas de visage. Il y en avait sur les monnaies nationales. Alors, je vais quand même essayer de trouver une manière rassurante de conclure l'émission en vous invitant, Coralie Delhomme, à lire La Croix de ce lundi 14 avril. Comment le Parlement européen a changé notre vie. La Croix revient sur 5 succès obtenus au cours de cette 7e législature 2009-2014, marquée par une profonde crise de confiance, je lis La Croix, dans la construction européenne. Alors voici donc les 5 motifs pour se réjouir. Il y a désormais des comptes bancaires de base universels. Oula, ça fait rêver. La protection des abeilles. Waouh. Le plafonnement du roaming. Une baisse de plus de 80% des prix facturés aux consommateurs lorsqu'ils utilisent leur téléphone portable. Oui. Pas de commentaire ? Non. Le soutien politique contre l'évasion fiscale. Oui. Oui, bon, oui. Il faut y croire à ça. Bon, et le dernier point, vous le voulez ou je le point. Le dernier point, le 5e. Quelques avancées sur l'asile. Oui, oui. Et il l'explique. Ah oui, chaque fois je vous renvoie à l'article, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais je vous renvoie à l'article. J'ai un faible pour les abeilles, donc je vais peut-être acheter La Croix aujourd'hui. Pour en savoir plus sur les abeilles. Sur ce qui marche. Mais peut-être pour conclure à nouveau, quand même, nous avons évoqué cette question en première partie, mais tout de même, imaginez qu'il y ait, enfin vous dites que ça n'arrivera pas, mais enfin qu'il y ait un Parlement européen à majorité eurosceptique. Qu'est-ce qui va se passer tout de même ? Ou avec une forte minorité, on va dire, si ce n'est pas une majorité. Je ne sais pas ce que vous entendez par eurosceptique, mais tous les partis eurocritiques ne se valent pas. Il y en a qui sont franchement europhobes, et il y en a d'autres. Alors, si vous mettez dans le lot les partis de gauche de type Syriza, c'est pas du tout la même chose. Alors, entre la gauche critique... Vous dites, les élections européennes de 2014, mai 2014, seront, c'est probable, l'occasion de performance électorale pour les partis populistes de tout poil et de tout pays. Et là-dessus, Europe du Nord et Europe du Sud risquent de se retrouver. Oui, parce que certains pays d'Europe du Nord ont une extrême droite très forte, notamment les Pays-Bas. Mais les partis eurosceptiques montent même en Allemagne avec le parti AfD qui risque d'envoyer quelques parlementaires au Parlement européen. Mais ces partis, en tout cas pour les partis
de droite, de populistes de droite, sont très désunis, ils ont beaucoup de mal à s'entendre. Marine Le Pen, elle a tissé des alliances avec les Néerlandais, avec les Autrichiens, mais ils sont en ordre dispersé, hein. Ils sont vraiment pas tous d'accord, ils sont pas issus tous de la même tradition politique. Par exemple, entre le UKIP anglais et les néo-nazis grecs, il n'y a pas possibilité de s'entendre, hein, je pense pas. Merci Coralie Delhomme d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous. Je rappelle donc Coralie Delhomme, Europe, les États désunis. C'est publié chez Michalon.